Si tu veux lancer ta marque ou si tu galères à communiquer sur ta marque, ne loupe pas cette vidéo, je vais te donner un exercice qui peut littéralement tout changer pour ton branding. Salut, moi c'est Philippe, je suis le cofondateur d'une agence de branding et avec mon associé on a décidé qu'il était temps de rendre le branding accessible à tous et pour ça on crée des vidéos et des exercices qui sont ultra faciles à suivre pour créer un branding de malade. Alors dans cet exercice qu'on a créé spécifiquement justement quand tu débutes, quand tu as une idée extrêmement floue de ce qui se passe, quand tu sais pas quoi faire, quand tu sais pas comment faire, quand tu n'as pas un branding qui est suffisamment puissant ou alors que tu n'as pas de branding du tout, tu vas commencer par te poser cette question. Et cette question va t'aider à déterminer tout ce qui arrive après, c'est-à-dire le branding au complet, le marketing, la stratégie marketing, les stratégies commerciales, les stratégies produits, tes cibles, tout. Tout va dépendre de cette question et tu vas voir, elle est super simple. La question, c'est quel type de marque es-tu sur ton marché? Alors, dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire cette question? On n'en sait rien, mais c'est pas grave, je vais te donner les 10 types de marques les plus utilisées et tu vas voir, normalement, tu vas découvrir quelle est la tienne ou comment tu vas vouloir te positionner et ça va te donner les guidelines de ce qui arrive après pour ta marque. Alors on commence par la première, c'est la moins habituelle, c'est la meilleure, mais elle est quasiment impossible à faire, c'est d'être le concurrent déloyal. Alors quand je dis le concurrent déloyal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es déloyal envers tes concurrents tellement tu es fort dans un domaine, tellement tu as fait fort dans un domaine. Alors peu importe ce que c'est, ça peut être un produit qui révolutionne le marché, ça peut être des prix qui révolutionnent le marché, enfin peu importe, mais en fait tu es tellement fort dans un domaine que tu as créé une rupture au niveau du marché et les concurrents, eh bien ils ne peuvent plus suivre. Si tu es ce genre de marque, eh bien là, ton branding, il est tout fait, tu n'as plus qu'à miser uniquement sur ce point-là, et c'est réglé. Alors, c'est ultra beau pour être vrai, voire trop beau pour être vrai, et c'est clairement le cas, puisque aujourd'hui, plus on avance, plus c'est difficile d'être ce concurrent déloyal, puisqu'aujourd'hui, quasiment tout le monde a les mêmes produits, les mêmes chances, les mêmes qualités, puisque bien tout ça c'est un peu mondialisé, globalisé, donc c'est extrêmement difficile aujourd'hui d'arriver avec une révolution. Alors sur un axe un tout petit peu différent, c'est un peu le même genre, mais cette fois c'est, disons que c'est encore faisable, c'est le disrupteur de marché. Alors là c'est la même chose que celui d'avant, sauf que celui-là il a décidé de disrupter le marché, d'une façon ou d'une autre. Ça peut être grâce à la technologie, ça peut être grâce au fonctionnement, ça peut être grâce à la technique, ça peut être grâce à la mise en relation, ça peut être grâce à la façon d'utiliser le produit, ça peut être la façon de vendre le produit. Enfin, en tout cas, il a décidé de disrupter le marché, c'est-à-dire qu'il a décidé de faire complètement différemment de ce qui se faisait. C'est-à-dire, en gros, le résultat est le même, mais la façon de faire est complètement différente. Par exemple, un grand exemple que tout le monde connaît, encore une fois, le but ici, c'est pas forcément de prendre des énormes marques qui sont déjà en place parce que eh bien, le branding, c'est différent quand tu es au début, quand tu es avec quelques années d'expérience ou quand tu es une énorme boîte, mais disons que je vais te donner l'exemple, par exemple, de SpaceX, qui a décidé de disrupter le marché de l'espace et de créer quelque chose que les autres n'arrivaient pas à faire, c'est-à-dire bien de faire totalement différent, de reprendre le concept de zéro. Et aujourd'hui, on le voit bien, ils ont disrupté le marché puisque, eh bien, ils réutilisent et ils réussissent à récupérer leurs fusées, alors que les autres, à chaque fois, les ont détruits. Ça, c'est une façon de disrupter le marché, ça donne un avantage concurrentiel qui est énorme, mais encore une fois, c'est fait à grand renfort de technologie, de moyens, ou aujourd'hui, grâce aux plateformes, à l'informatique, au web, eh bien, potentiellement demain, grâce à l'IA, il y a des moyens encore aujourd'hui de disrupter le marché, et donc ça, c'est à toi de voir comment tu veux faire. Dans un exemple un peu plus récent, on a énormément aujourd'hui de startups ou d'entreprises qui veulent disrupter le marché grâce à l'IA. Eh bien, on peut le voir, aujourd'hui tout le monde n'y arrive pas puisque l'IA c'est un grand sujet que tout le monde veut s'approprier. Eh bien, on attend aujourd'hui que quelqu'un arrive à vraiment disrupter son propre marché grâce à l'IA, c'est-à-dire à rendre l'IA incroyablement utile sur son marché. Ça peut marcher même pour du e-commerce. Aujourd'hui, l'IA est assez mal utilisée en e-commerce. Si demain tu arrives à trouver comment utiliser l'IA pour, par exemple, trouver ou créer un produit sur mesure pour chaque personne grâce à l'IA, et bien là, par exemple, tu auras une chance de disrupter le marché et donc d'être dans cette catégorie de marque, le disrupteur. Alors encore une fois, c'est pas fait pour tout le monde puisque là, il faut avoir les moyens, les compétences et l'envie de disrupter le marché, ce qui n'est pas forcément facile dans le sens où, en général, il faut quand même quelques années ou quelques mois en tout cas de recherche et pas mal d'investissement pour faire une énorme différence. Mais
Si tu arrives à faire ça, eh bien là encore une fois, tu vas créer un gap entre tes concurrents et toi, et évidemment ton marketing et ton branding sera clairement évident puisque tout se fera autour de cette disruption. Le troisième profil, qui est cette fois quand même un peu plus accessible à tous, c'est le profil de l'artiste ou de la marque ultra stylée. Alors pourquoi c'est un peu plus accessible à tous? Puisque au final, ce genre de marque, ce profil de marque, son seul objectif, c'est de sortir des choses à chaque fois ultra design, ultra spécifiquement beau, design stylé, et quoi qu'il arrive, c'est son image de marque. C'est-à-dire qu'elle ne sort pas ni un produit, ni une communication, ni un post sur les réseaux sociaux, ni un visuel, ni une vidéo si elle n'est pas ultra stylée. Et c'est une vraie image de marque en soi. C'est-à-dire que, eh bien, aujourd'hui, les gens sont capables de suivre une marque juste parce qu'elle est esthétique. C'est-à-dire qu'elle est ultra intéressante et les gens adorent la regarder, adorent regarder les visuels. On a typiquement, par exemple, comme ça, une marque comme Aesop qui, eh bien, si on regarde ce qui sort, notamment sur leurs réseaux sociaux, c'est toujours travaillé au millimètre, c'est magnifique, et ça donne envie d'être regardé juste parce que c'est beau pour les yeux, et ça donne une image de marque, de qualité du produit, juste parce que les visuels sont de qualité. Et là, encore une fois, on touche à la racine du branding, c'est-à-dire que grâce à l'image de marque que l'on renvoie, eh bien, les produits bénéficient de cette image de marque. C'est-à-dire que là, par exemple, si on prend des visuels qui sont ultra stylés et qualitatifs, eh bien, dans l'inconscient des gens, les gens auront l'impression que les produits sont naturellement qualitatifs et évidemment ultra stylés. Que ce soit le cas ou pas. Mais encore une fois, c'est l'avantage du branding. Tu travailles sur la partie haute du marketing et les résultats tombent directement sur les produits dans l'inconscient des clients et du coup ça aide à promouvoir les qualités d'un produit assez facilement. Troisième profil de marque possible, le plus premium ou le plus haut de gamme. Alors ça, c'est complètement faisable par n'importe quelle marque, mais il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens au niveau des produits, au niveau de l'expérience client, au niveau de la communication, au niveau du service client, et de façon générale, toutes les expériences qu'un client va vivre de près ou de loin avec la marque doivent être au même niveau, c'est-à-dire premium et haut de gamme. Donc, même si tout le monde pourrait se dire « Ok, je veux être premium », eh bien au final, il faut quand même quelques prérequis pour être premium. Alors, c'est pas forcément facile à faire, ça demande quand même quelques moyens, ça demande de l'attention sur chaque détail, tout ce qui va sortir de la marque, tout ce qui va être créé par la marque, toute l'expérience qui va être créée. Là, on parle beaucoup d'expérience utilisateur. En revanche, l'avantage de se positionner comme le profil haut de gamme ou premium de ton marché, eh bien, c'est qu'évidemment, tu vas également avoir cette clientèle qui est elle-même plus premium et haut de gamme, et donc forcément, qui a plus de moyens, et donc qui est capable et qui a envie également de mettre plus d'argent dans tes produits. Et ça, c'est un vrai avantage parce que, évidemment, qui dit une clientèle qui a de l'argent et qui a envie de dépenser dans des produits un peu plus coûteux, eh bien pour toi, c'est un panier moyen beaucoup plus élevé. Et donc ça, évidemment, aucune marque ne va dire non à un panier moyen plus élevé. Alors, comme tu l'as vu, ça demande du temps, des moyens et surtout de créer une expérience client premium haut de gamme en permanence à chaque point de contact client, mais les résultats peuvent être vraiment, vraiment intéressants. Un autre profil de marque qui est cette fois facile d'accès à tous, mais là, il faut réfléchir un peu et créer un branding efficace, c'est le targeter. Le targeter, c'est le profil de marque qui a décidé de choisir une cible en particulier et de consacrer toute son énergie, toutes ses communications, tout son marketing à une seule et même target, une même cible de prospect, une même cible client. Et ça, c'est ultra efficace parce qu'évidemment, tu vas créer un branding spécifiquement pour une cible et donc forcément, cette cible va tomber amoureuse de la marque si le branding, évidemment, est bien fait. Et alors là, c'est un jackpot parce que si tu as bien choisi ta cible, que tu as réussi à faire le branding lié à cette cible, eh bien, dans ce cas-là, tu vas voir que cette cible, tu seras forcément la référence numéro 1 pour eux quand il sera temps d'acheter des produits et forcément, ils vont être ultra captifs en tant que cible. Donc ça veut dire que quand ils vont devoir acheter des produits, ils vont penser à toi uniquement et du coup, ils seront ultra fidèles et ce seront aussi et également des bons prescripteurs. Et du coup, eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite, d'avoir des bons prescripteurs. Les prescripteurs, pour rappel, c'est des clients ou non clients d'ailleurs, qui vont parler de ta marque à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par tes produits. Le but, évidemment, c'est d'avoir le maximum de prescripteurs
ou aussi appelés ambassadeurs, qui vont pouvoir parler de ta marque, qui vont pouvoir la diffuser par eux-mêmes, parce que s'ils font le boulot, eux, de diffuser ta marque, eh bien tu n'as pas à le faire. Et en général, ce qui est chouette avec le targeting, c'est-à-dire quand tu prends vraiment une niche de clients ou de prospects, eh bien, c'est que, eh bien, souvent, ils se parlent entre eux, ils ont des communautés, ils aiment discuter de leurs sujets communs, et tu peux faire partie de ces sujets communs grâce à un branding dédié. Et là, c'est jackpot, puisque si la communauté commence à te connaître, à parler de toi et à t'apprécier, eh bien, tu as devant toi une foule de clients. Donc, génial, mais attention, il faut vraiment, vraiment maîtriser la cible, c'est-à-dire savoir à qui on parle, comment on lui parle, et qu'est-ce qu'on a à lui dire pour lui plaire. Parce que, à l'inverse, un bad buzz au niveau d'une niche ou d'une communauté, et la marque est finie si elle misait uniquement sur cette niche. Donc, attention, évidemment, les résultats peuvent être énormes, mais encore une fois, un branding à maîtriser. On ne pouvait pas passer à côté de celle-là, puisqu'évidemment, c'est la plus tentante de tous, surtout aujourd'hui, c'est la social brand. Alors la social brand, tu l'auras certainement deviné, c'est la brand qui maîtrise à fond les réseaux sociaux, qui a un nombre de followers incroyable, et ça, évidemment, aujourd'hui, c'est ultra, ultra puissant à tous les niveaux. Nous-mêmes, comme je te l'ai dit dans une vidéo précédente, on a lancé notre marque, donc on a approché des revendeurs de la grande distrib, et ils nous ont raconté comment ils sélectionnaient les marques avec qui ils voulaient travailler, et aujourd'hui, le nombre de followers et l'attraction de la marque sur les réseaux sociaux est un vrai sujet pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont décider de revendre ou pas une marque selon le nombre de followers qu'elle peut avoir, donc tu vois à quel point maintenant les réseaux sociaux sont devenus ultra importants en termes de quantité, malheureusement, puisque en fait ces acteurs-là n'ont pas d'autres vraiment leviers pour vérifier à quel point ta brand est puissante ou non sur les réseaux sociaux, donc ils vont juste se baser uniquement sur le nombre de followers, ce qui ne fait pas vraiment une social brand, mais en tout cas, si tu es à l'aise avec les réseaux sociaux, que tu as déjà réussi à créer une communauté, que tu as déjà pas mal de followers et que tu aimes utiliser les réseaux sociaux, eh bien tu peux vraiment penser à devenir une social brand et d'être positionné comme le leader sur le marché au niveau des réseaux sociaux, c'est-à-dire que au niveau des réseaux sociaux, eh bien, tu étouffes tous les concurrents, puisque quand on parle d'un produit ou d'un sujet, eh bien, c'est toi, sur tes réseaux, qui prend la parole. Alors, un gros inconvénient tout de même, c'est que basé sur les réseaux sociaux, eh bien, tu es dépendant d'une plateforme qui n'est pas la tienne, hein, ça peut être Instagram, TikTok ou autre, et comme on l'a vu notamment aux États-Unis, TikTok a failli disparaître, et avec lui, TikTok a failli emmener eh bien, tous ceux qui avaient un business énorme et des millions de followers sur TikTok et disparaître du jour au lendemain. Alors c'est toujours le problème si tu te bases sur un acteur unique comme TikTok, Instagram, Facebook, peu importe, c'est que ça ne dépend pas de toi, et même si demain, imaginons, ils décident de changer les règles, eh bien potentiellement ta marque pourrait disparaître du jour au lendemain, notamment avec toutes ces histoires de shadowban, etc., qui font que potentiellement, aujourd'hui tu es affiché, tu es une star, demain on ne sait pas, et on ne sait pas comment ça évoluera. Alors, encore une fois, ça ne doit pas t'empêcher de devenir la social brand si c'est vraiment ton profil de marque. Encore une fois, l'impact peut être énorme. Aujourd'hui, vendre beaucoup et énormément sur les réseaux sociaux, ça n'est pas un problème. On a énormément d'exemples de marques qui ont commencé grâce à ça et qui sont là aujourd'hui et qui en plus se sont largement développées, donc tu peux y aller les yeux fermés, mais encore une fois, la condition c'est que tu maîtrises les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu maîtrises bien comment fonctionnent les algorithmes, à qui tu parles sur les réseaux sociaux, et surtout que tu aimes ça ou que tu aies une équipe qui soit bien conçue pour savoir quels sont les trends et comment fonctionnent les réseaux sociaux pour gagner du follower, être suivi, créer de l'action, etc. Mais tout ça, c'est un autre sujet, donc on va pas aller plus là-dessus. En tout cas, à toi de voir si ton profil, c'est d'être une social brand ou pas. Un autre profil, un peu plus particulier cette fois, le businessman. Alors ce profil de marque, il est spécifique, il est ultra spécifique, il est vraiment basé sur une volonté et les compétences en général du fondateur ou des cofondateurs, puisque ce profil de marque, en fait, il n'est pas vraiment dans du branding, il est plus dans la stratégie. En fait, c'est une marque qui a décidé de vendre autrement ses produits que la majorité de ses concurrents. Typiquement, par exemple, sur un produit qui se vend en B2C, c'est-à-dire directement au consommateur, eh bien là, on peut avoir quelqu'un de très commercial ou de très puissant dans sa posture, qui va lui plutôt aller voir directement des gros acteurs, faire des gros partenariats, aller directement en distrib, bref, faire des choses que les autres petites marques n'osent pas faire, ou ne savent pas faire aussi, puisque c'est des compétences. Et là, eh bien, il va se positionner largement autrement, et du coup disrupter un peu la façon de vendre. Lui, en gros, pour faire simple, le branding, il s'en fiche un peu, ce qu'il veut, c'est absolument faire un maximum de ventes, c'est-à-dire qu'il ne va pas
pas de la vente produit par produit. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de les vendre par centaines, milliers ou dizaines de milliers directement. Donc ça, c'est un petit peu spécifique et encore une fois, ça dépend de tes compétences. Et souvent, ce qu'on a vu, c'est que ces gens qui se positionnaient comme ça au niveau du branding, du profil de marque en tout cas, eh bien, c'était plutôt des gens qui étaient précédemment soit acheteurs, soit commerciaux, soit directeurs dans des grosses boîtes qui avaient donc déjà un réseau qui leur permettait de faire ça. Et du coup, ils disruptent un peu la façon de vendre puisque eux, ils arrivent et ils vont vendre leurs produits par dizaines de milliers plutôt que de vendre à l'unité. Mais là, encore une fois, on parle plus de business et d'argent que de vraiment créer sa propre brand et de faire monter et faire connaître son branding. Mais ça reste une stratégie qui est évidemment ultra valable, puisqu'on n'oublie pas qu'à la fin de tout ça, le but, c'est quand même de faire un maximum de chiffre d'affaires, un maximum de ventes. Donc, si tu as ces compétences-là, que tu te sens et que tu as l'audace d'aller voir un petit peu ce qui se fait en dehors des choses assez communes et des choses assez faciles, entre guillemets, hein, le web en B2C, etc., eh bien, c'est peut-être une solution pour toi d'être ce profil de marque. Ensuite, on a l'expert, aussi appelé le prof. Alors, ça, c'est le profil de brand qui sait tout, mais alors vraiment tout sur un sujet spécifique. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelqu'un qui, à la base, c'est presque plus un média ou un magazine que un e-commerce ou un magasin. En gros, eux, leur compétence numéro 1, leur sujet favori, c'est ce qu'ils vendent. Ou en tout cas, l'environnement dans lequel ils vendent. Et ils connaissent absolument tout, ce qui se dit, ce qui se fait, l'historique, l'expérience, tout sur ce sujet-là. Et donc, ils deviennent forcément la référence quand il est question d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Si ils arrivent justement à regrouper comme ça toutes les informations basées sur un sujet, évidemment, ils vont attirer à eux une communauté de gens qui sont extrêmement intéressés par ce même sujet. Et donc, du coup, en étant la référence, eh bien, il va être facile pour eux de transformer des visiteurs, des gens qui consultent leurs informations, en acheteurs de produits d'une gamme ou d'une autre qui est en lien avec ces informations-là. Donc ça, c'est ultra intéressant. C'est pas forcément une niche, ça arrive souvent, mais par contre, il faut être vraiment, en général, passionné par le sujet, c'est-à-dire que les cofondateurs ou les fondateurs sont ultra passionnés par un sujet spécifique, parce qu'il faut vraiment s'y intéresser, il faut vraiment creuser le sujet, il faut aller faire des interviews souvent avec des gens du domaine, il faut aller faire des recherches, il faut aller faire des choses qui sont complètement désintéressées et qui ne sont pas en lien direct avec la vente, donc ça prend quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, il faut faire pas mal d'articles, il faut peut-être faire des publications, il faut peut-être faire de la relation presse, enfin voilà, il faut vraiment faire beaucoup de choses inintéressées globalement sur les sujets, mais après ça peut aller très vite puisque après tu peux être invité à des conférences et en tout cas dans tous les cas tu vas attirer tous les gens qui s'intéressent à ce sujet-là et donc après une fois qu'ils sont là, eh bien il suffit de leur faire passer le pas en mode oh bah tiens regarde j'ai un produit pour toi, tu devrais acheter ça parce que je te le conseille. On a typiquement, par exemple, en exemple, Glucose Goddess qui a fait ça, qui était relativement la référence du marché sur tout ce qui était pic de glycémie, qui a décidé de devenir vraiment la personne en charge de tout ce qui était en tout cas de référence sur tout ce qui était glycémie, et après avoir justement créé beaucoup de buzz autour de ça, elle est devenue la référence de l'information, et aujourd'hui, elle a lancé sa gamme pour vendre un maximum de produits. Ce qui se dit dans le business, et qui est toujours vrai, c'est que le plus dur, c'est d'attirer les prospects, ou en tout cas les visiteurs. Une fois que tu as les visiteurs, tu auras forcément quelque chose à leur vendre, ça c'est pas un problème. Donc c'est pour ça que c'est une stratégie complètement valable. Dans le même registre que l'expert, on a quelqu'un qui est un petit peu différent, on a un profil qui est un tout petit peu différent au niveau du branding, c'est le facilitateur. Alors lui, c'est pareil, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur le sujet, c'est quelqu'un qui a un niveau d'expertise justement sur un sujet, mais c'est un sujet en général qui est plutôt expert, donc c'est un sujet qui n'est pas abordable pour tout le monde, ou en tout cas certaines personnes, certains groupes de personnes sont largement mis à part quand il est question d'intégrer ces sujets-là, et donc ne comprennent en gros rien à ce sujet-là. Eh bien le facilitateur, lui, c'est quelqu'un justement qui va décider qu'il y en a marre que ce soit réservé, que ces produits-là ou que ces services-là soient réservés à une élite, ou à des experts, ou à des gens qui vraiment ont étudié largement un certain domaine, et ils vont décider de rendre ce sujet accessible à tous, et en faire quelque chose de facile d'accès, de faire en sorte que, eh bien, quelque chose qui était réservé à certains groupes de personnes avec de grosses connaissances sur le sujet, eh bien, puisse être adapté pour que, peu importe ton niveau de connaissance, eh bien, tu puisses accéder à ces produits ou services. On a vu ça notamment avec la dernière startup, Mon Petit Placement de mémoire,
qui s'est dit: «OK, les placements, les investissements, il faut peut-être une vraie, culture financière pour savoir quoi faire et comment. On va faciliter ça, on va vulgariser ça, on va le rendre accessible à tous et du coup, grâce à ça, on va attirer des gens qui n'ont aucune connaissance et qui ne souhaitent pas avoir de connaissances, mais on va leur permettre d'acheter ce genre de produit et on va faire tout le boulot d'expertise nous-mêmes, on va faire la vulgarisation nous-mêmes et vous avez plus qu'à mettre votre argent et en gros nous faire confiance». Donc ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que si tu te positionnes comme ça, eh bien tu vas ouvrir le marché à une toute nouvelle cible de clients qui ne pourra compter que sur toi pour acheter ce genre de produit. Donc tu seras vraiment la référence unique. Donc c'est quasiment un monopole, en tout cas en attendant que certains autres acteurs se décident aussi à adresser cette même cible. Mais en tout cas pendant le laps de temps où tu vas lancer ton offre et le temps où quelqu'un décide de te copier et de te suivre, eh bien tu seras en quasi-monopole sur cette nouvelle cible. Et forcément, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à ta brand. Encore une fois, tu seras aussi le leader parce que tu auras été le premier dessus, et donc tu seras toujours reconnu pour avoir été le premier sur le marché. Donc c'est vraiment un bon axe à prendre. Encore faut-il qu'il y ait la possibilité de le faire, c'est-à-dire que tes produits ou tes services ne soient pas aujourd'hui vendus à toutes les cibles et que tu sois en capacité de l'amener à des nouvelles cibles en vulgarisant tes propos, tes produits ou tes services. Et pour finir, le dernier profil de marque qui pourrait être le tien, c'est l'engagé. L'engagé, pas de surprise, c'est une marque qui a des engagements forts au niveau des valeurs. Elle a basé tout son marketing, toute sa marque, tout son branding sur ses valeurs et son engagement auprès de différentes valeurs, on va dire. Ça peut être des valeurs à défendre grâce à des associations, ça peut être des valeurs à défendre grâce à une façon de vendre les produits, grâce à des produits eux-mêmes. En tout cas, c'est une marque extrêmement engagée et du coup, eh bien, elle va attirer quoi? Elle va attirer évidemment des gens et des groupes de gens ultra engagés eux-mêmes qui ont des valeurs communes. Et là, encore une fois, le gros avantage, c'est que ces gens qui vont te reconnaître pour tes valeurs, qui ont les mêmes valeurs, eh bien, ils ne pourront faire confiance à personne d'autre qu'à toi. Donc tu seras la seule référence sur le marché si vous avez les mêmes valeurs. Ils n'iront jamais à la concurrence, ils seront extrêmement fidèles et surtout, encore une fois, ils pourront largement parler de ta marque à des gens dans leur entourage. Ce qu'il y a de bien avec les valeurs, c'est qu'en général, leur entourage justement a les mêmes valeurs qu'eux, puisque c'est comme ça en général que les groupes de gens se regroupent, et bah forcément, ça veut dire que leur entourage, c'est certainement des prospects aussi pour toi. Donc en fait, à chaque fois que tu toucheras un client, il se transformera certainement en ambassadeur. C'est encore une fois, pour ton business, il n'y a pas grand-chose de mieux à espérer que chaque client puisse être un ambassadeur qui parle au mieux de ta marque et qui diffuse tes produits et ta marque. Donc encore une fois, l'engager, c'est un vrai bon plan, mais, et il y a un gros mais, c'est qu'il est extrêmement difficile de faire semblant d'être une marque engagée si toi-même tu n'es pas engagé. Donc en général, ça ne se choisit pas, c'est quelque chose d'assez naturel, c'est-à-dire que si les fondateurs ou les cofondateurs sont des gens extrêmement engagés avec des valeurs profondes et qu'ils ont vraiment à cœur de faire voyager ces valeurs grâce à leur business, eh bien c'est un modèle idéal. En revanche, si tu n'es pas vraiment connecté à ces valeurs et que tu n'es pas vraiment le genre de personne à vouloir t'engager dans certains combats, tu vois, vraiment vouloir donner de l'ampleur à ces combats-là, ça va être difficile de créer une marque qui elle-même semble s'engager à ce point-là, ou alors il faut vraiment que tu t'entoures d'une équipe qui, elle, a cet engagement-là, mais encore une fois, bien le décalage peut être difficile à gérer. Donc, voilà, à toi de voir si ça te correspond ou pas. Moi, ma recommandation, c'est que si toi-même, tu ne te sens pas largement engagé dans certaines valeurs ou dans certains combats, évite ce branding-là, ça sera difficile pour toi de le maintenir et de le faire croire aussi à ta cible. Dernier profil, le leader égocentrique. Alors, ça peut paraître négatif quand on entend ces termes, mais ça ne l'est pas forcément. En gros, le leader égocentrique sur son marché, la brand qui a ce profil-là, c'est celle qui est écoutée, vue en permanence. En gros, elle prend toute la place sur son marché. À chaque fois que le sujet est abordé, qu'un sujet est abordé, eh bien, cette personne prend la parole. Il y a énormément de gens, alors plutôt en branding personnel qui vont utiliser cette stratégie, mais c'est complètement possible de le faire en branding de marque. Et c'est un profil qui est extrêmement puissant, puisque à force de répétition, à force de voir une personne intervenir ou une marque intervenir sur un sujet, eh bien évidemment, elle commence à faire référence
même si ce qu'elle dit n'est pas toujours vrai ou n'est pas toujours vérifié, ce n'est pas vraiment important puisque les gens, à force de répétition et à force de voir cette même marque, eh bien forcément ça va créer un effet de confiance inconscient et du coup ça va créer une référence. Alors évidemment, on aura aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que certaines personnes vont se mettre à détester cette marque, mais dans le marketing, on sait que de toute façon, on ne peut pas être ultra aimé si on n'est pas aussi ultra détesté en même temps. Donc ce n'est pas un problème, mais il faut s'assumer, il faut assumer cette communication. Et donc comment on fait? Eh bien, encore une fois, on essaye d'être partout, tout le temps, sur tous les sujets qui concernent la marque. Et du coup, eh bien, on étouffe tellement la communication sur tous les réseaux que la concurrence n'a même pas d'air pour pouvoir s'exprimer. Et du coup, bien forcément, tu deviens la référence, ta marque devient la référence sur le domaine. Et forcément, eh bien, on achète toujours à la référence, ou presque toujours, en tout cas à la référence. Et c'est un bon moyen de devenir une référence. Encore une fois, souvent c'est basé sur le fondateur qui a une personnalité, en tout cas qui va se mettre beaucoup en avant. Eh bien, il faut l'assumer, il faut aimer ça, et puis il faut savoir aussi savoir le faire, puisqu'il faut savoir s'exprimer en public, et il faut avoir envie de prendre la parole en permanence. Ça prend énormément de temps et d'énergie, mais si tu te sens aussi dans cette personnalité de pouvoir mener la barque un peu, hein, de prendre le pouvoir pour être le représentant vraiment de la marque au niveau public, et de vraiment prendre la parole énormément, eh bien dans ce cas-là, ce profil peut être pour toi. Alors comme tu l'as vu, il y a pas mal de profils différents, là je t'en ai cité une dizaine, on pourrait en voir d'autres. Normalement, si tout va bien, tu t'es au moins reconnu dans un de ces profils-là, et ça va être super important. Maintenant que tu sais ça, ça va pouvoir te donner des guidelines. Alors là, on va pas aller beaucoup plus loin sur comment on les utilise, mais déjà, ce qui est important, c'est qu'une fois que tu sais dans quelle catégorie de profil tu te trouves, eh bien tu l'utilises à fond. Autre conseil en tout cas, c'est que tu devrais analyser ton marché et surtout tes concurrents principaux pour savoir dans quel justement profil de marque ils se sont positionnés, et ne pas, autant que possible en tout cas, te positionner vraiment dans le même profil de marque si tu es sur le même marché, si vous êtes des concurrents directs, parce que, eh bien, comme tu l'as compris, le fait de prendre un profil de marque ou un autre détermine beaucoup le branding, donc détermine aussi beaucoup la cible, la façon de s'exprimer, le marketing, et du coup si vous avez des profils qui sont les mêmes, eh bien vous aurez certainement les mêmes stratégies, les mêmes messages et surtout aussi précisément la même cible et la même façon de vous adresser à la cible. Donc ça va poser un gros problème, c'est que tu vas rentrer en concurrence frontale. Si la marque en plus dans laquelle tu rentres en concurrence frontale est mieux installée que toi, c'est-à-dire qu'elle a plus d'historique et qu'elle a plus de pouvoir au niveau marketing, eh bien dans ce cas-là, tu vas faire un David contre Goliath, mais t'es pas sûr de gagner du tout, puisque encore une fois, le retard l'a pris sur ce marathon marketing risque de te coûter très cher. Donc potentiellement, tu peux essayer de choisir un autre profil de marque, celui qui te conviendrait le mieux en deuxième, celui que tu te sentirais capable d'assumer, et vraiment ça te permettrait de décaler un petit peu ton marketing et ton branding de celui de la concurrence et de cibler un petit peu un groupe de clients différents. Ça serait beaucoup plus facile pour toi. Je te mets dans la description le lien vers des documents qui récapitulent tout ça et qui vont encore un peu plus loin. N'hésite pas à les télécharger. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire quel est ton profil de marque et à me dire quelle est ta marque. On en parle si tu veux même dans une prochaine vidéo. Et en tout cas, moi je te dis à très bientôt.